Là, du coup, je vais faire l'introduction de notre oratrice, parce qu'on a traditionnellement une lecture keynote. Et donc, merci à Solène Florence d'avoir accepté de venir d'un petit peu loin pour nous parler justement d'intelligence artificielle en APA dans le cancer de la prostate. À toi, le micro. Bonjour à tous. Merci beaucoup de me permettre de parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de l'intelligence artificielle appliquée à la pathologie prostatique. Alors, on va commencer par évoquer un petit peu le contexte et qu'est-ce que l'intelligence artificielle, parce qu'on entend beaucoup parler. Qu'est-ce que ça regroupe? En fait, ça regroupe les techniques qui permettent aux ordinateurs de mimer les comportements humains. Finalement, c'est pas si récent puisque l'inventeur, en tout cas l'intelligence artificielle, on peut considérer que c'est Alan Turing, ce héros de la Seconde Guerre mondiale. À partir de 1980, il y a eu des algorithmes d'apprentissage profond, donc qui ont commencé à voir le jour. Et vraiment, le développement et l'avènement de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît est grâce aux données, avec l'enjeu des données et puis l'augmentation des puissances de calcul qui nous permettent maintenant d'avoir des algorithmes de type learning qui peuvent nous aider dans différents champs, que ce soit la médecine, le droit, etc. Juste une petite distinction sur le machine learning et le deep learning dont on entend beaucoup parler. Donc le deep learning est une forme de machine learning. Le machine learning, en fait, il y a une extraction des features qui se fait grâce à l'humain, alors que dans le deep learning, on peut utiliser des algorithmes pour l'extraction des features. Donc voici la principale différence. Je voudrais revenir sur les images de pathologie que peut-être on connaît un petit peu moins, puisqu'en fait la numérisation de la pathologie est assez récente. Elle s'étend sur tout le territoire, au moins pour les structures publiques. Donc de plus en plus en RCP, vous pouvez avoir accès en fait aux images numérisées, ce qui permet de discuter. Pourquoi pas des marges, pourquoi pas de présenter un Gleason un peu difficile ou autre. La particularité de ces images numérisées par rapport à la radiologie, c'est qu'il y a beaucoup plus de pixels. Pour vous donner une idée, une image d'un APAT, ça sera à peu près entre 1 et 2 gigabases, alors que pour un scanner, vous êtes autour de 0,5 giga et une RM autour de 0,1 giga. Donc on peut anticiper en fait la richesse et peut-être même aussi la difficulté dans l'analyse d'image, c'est que finalement on a énormément d'informations et qu'on va être obligé de sélectionner les tuiles et de représenter les lames, ce qu'en radiologie par exemple, on pourra analyser l'ensemble de l'image. Alors, pour vous donner un aperçu en fait, des algorithmes d'intelligence artificielle en pathologie, pour faire très simple, il y a deux objectifs différents des algorithmes d'IA. Alors, il y a les algorithmes d'IA qui nous aident pour le diagnostic, que ce soit pour la détection des lésions, la quantification des biomarqueurs, et puis il y a les algorithmes de prédiction. Alors, la prédiction, ça peut être le pronostic, la prédiction d'une réponse, la prédiction d'une anomalie moléculaire. Dans les étapes de développement des algorithmes, que ce soit au niveau diagnostic ou prédictif, il y a forcément une étape d'entraînement et de conception qui demande énormément de données, la validation après de ces algorithmes, et puis la commercialisation. Les projets de recherche sont industriels ou académiques. Il y a déjà des algorithmes qui sont utilisés en fait en routine. Vous allez voir un exemple. Et puis, il y a des applications, que ce soit pour la recherche ou pour le soin. Alors juste un petit mot en fait sur les études d'évaluation des dispositifs d'aide au diagnostic selon l'HAS. En fait, pour qu'un algorithme d'IA puisse être utilisé en pratique, il y a plusieurs niveaux d'études. Donc le premier niveau d'études, c'est les études analytiques. Donc souvent des études rétrospectives, c'est plutôt des études de preuve de concept. Après, les deuxièmes niveaux, c'est des études cliniques où en fait on va comparer souvent l'algorithme d'IA avec l'algorithme d'IA plus un clinicien. Ou un pathologiste dans ce cas-là. Et puis, ce deuxième niveau d'étude est nécessaire pour l'obtention d'un marquage CE-VDR, qui fait un peu la limite quand même des outils d'IA qui sont marqués CE-VDR, puisqu'en effet, il y a un troisième niveau. Et ça, c'est les études en vie réelle, les études d'impact organisationnel, les études médico-économiques. Et toutes ces études de troisième niveau sont nécessaires pour une prise en charge éventuelle de ces outils, des outils d'IA d'aide au diagnostic. Alors, on va parler des aspects éthiques et réglementaires. Donc, on est sur des données de santé. Donc, ce sont des données qui appartiennent aux patients. Ce qui est intéressant, c'est que même si en Europe, on est régi par la RGPD, il y a une variation dans l'interprétation des règlements. Il y a tout un enjeu autour du caractère anonymisé ou pseudonymisé des données. En fait, anonymisé, la lame, il n'y a aucune métadonnée associée, donc c'est typiquement une lame qui serait scannée avec une étiquette blanche. Par contre, si vous êtes sur des données pseudonymisées, là, du coup, vous relevez de la RGPD, et donc il faut avoir informé le patient si vous voulez faire des études de recherche.
Donc, typiquement pour la recherche, donc on est hors loi Jardé, on a une méthodologie de référence qui simplifie un peu les études, qui est la MR4, et donc il faut que chaque patient ait reçu une information non-opposition. Donc, ça veut dire qu'il faut prévenir normalement tous les patients. Pour le soin, ce qui est intéressant, c'est que si on utilise un algorithme d'IA pour le soin en routine, il faut qu'il y ait une information tracée, préalable à l'utilisation d'une solution d'IA. Donc ça complexifie quand même beaucoup la consultation. Et puis nous, en tant que pathologiste, on n'est pas en contact directement avec les patients. Donc c'est vrai qu'on compte sur nos collègues cliniciens. Et donc c'est quelque chose qui est aussi pris en compte par la CNIL. Et puis une question qui est importante, c'est quelle est la responsabilité médico-légale. Donc pour tout ce qui est algorithme d'aide au diagnostic, on voit bien que le pathologiste va contrôler ces algorithmes. Par contre, tout ce qui va être prédiction d'anomalies moléculaires, qui engage sa responsabilité, le pathologiste parce qu'il a choisi cet algorithme d'IA selon les études qui étaient disponibles, ou alors le constructeur qui assume du coup les résultats de son algorithme. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont actuellement très importantes en fait pour l'avenir de ces solutions d'IA. Alors, j'ai commencé par une revue de la littérature qui est relativement récente sur justement quels sont les outils d'IA qui sont en développement pour la pathologie prostatique. Alors, je sais que je restreins un peu à la pathologie, mais en tout cas, c'est intéressant déjà de voir dans ce domaine. En fait, les algorithmes, on peut les présenter en fait on peut les présenter donc en algorithme de segmentation et en algorithme de classification. Pour les algorithmes de segmentation, vous avez une image et en fait, l'algorithme d'intelligence artificielle va être capable de définir dans l'image ce qui va être stroma, ce qui va être épithélium normal ou glande tumorale, par exemple. C'est déjà un premier niveau d'algorithme d'intelligence artificielle. Un deuxième niveau d'algorithme d'intelligence artificielle sont les algorithmes de classification. Donc là, en fait, on est obligé de découper notre image en tuiles ou tiles. Et en fait, à partir de ces tuiles, on va extraire des features qui vont le mieux représenter ces tuiles. Et après, on va pouvoir entraîner des algorithmes d'intelligence artificielle pour répondre à une question. Donc, par exemple, prédiction du pronostic ou même ça peut être prédiction du glissement. Alors, dans cette étude, on avait fait une évaluation du risque des biais selon CADAS 2. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un CADAS qui va être vraiment dédié aux outils d'intelligence artificielle. Alors, la répartition des études, donc on avait un peu plus de 70 études. Donc, en fait, les études qui étaient répertoriées, donc c'était soit du pré-processing, donc qualité de l'image, normalisation, parce que vous allez voir qu'en fait, il y a des différences de coloration entre les différents laboratoires. Normalisation aussi parce qu'on a différents scanners qui sont utilisés, donc avec des images qui peuvent être un petit peu différentes d'un fournisseur à l'autre. Et puis des algorithmes de diagnostic, donc que ce soit pour la détection tumorale, que ce soit pour le score de Gleason, et puis des algorithmes qui bien sûr font les deux, et on va voir un exemple par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'évolution en fait du nombre d'articles, on voit que les algorithmes en fait de prédiction sont en plein boom, en plein développement depuis 2021 et si on continuait en 2023 et 2024, donc il y a un véritable champ de la recherche plutôt peut-être académique sur ce volet de la prédiction. Et donc la prédiction, c'est souvent donc l'évolution clinique ou la signature génomique. Je vous présenterai aussi une étude qui est proposée pour la prédiction. Bon, le risque de biais, alors évidemment, c'était majoritairement sur les études qui s'intéressaient à la prédiction, avec des corps de validation externes qui pouvaient manquer, notamment la définition de la ground truth, donc la vérité de terrain, qui était critiquable, une absence d'experts dans les études, parce qu'il y a vraiment un enjeu de l'expertise dans ces études, notamment avec toute la notation en fait, qui peut être demandée aux pathologistes. Donc, vous avez quand même des biais qui sont relativement importants. En tout cas, il faut bien garder un esprit critique en fait face à ces publications. Alors, on va parler des limites des solutions d'intelligence artificielle, même si maintenant on peut en contourner de nombreuses. La sélection des tuiles analysées. On a vu en fait qu'on est obligé de définir un certain nombre de tuiles, qu'on ne peut pas analyser l'ensemble de la lame. La résolution, est-ce que en fait notre image d'anapathe, elle a une reconstruction pyramidale, en fonction du grossissement. Donc est-ce qu'on travaille une résolution x5, x20, x40 pour entraîner notre algorithme? Ça c'est un enjeu et il y a aussi des technologies qui permettent de prendre en compte des tuiles à différents grandissements pour avoir une idée du contexte, mais aussi pour avoir une idée, une idée par exemple de la morphologie de la cellule, le contour nucléaire par exemple. Alors on a une difficulté avec les biopsies de prostate parce que comme vous le savez, c'est
les prélèvements sont beaucoup plus exigus que par rapport aux prostatectomies. Et puis, il y a un véritable enjeu des données, mais ça, on en parle tout le temps dès qu'on parle d'intelligence artificielle. L'accès aux données, vous avez vu qu'il faut avoir une information, enfin, qu'il faut informer les patients. La variabilité des colorations, des formats d'image, on a pu en parler. Et puis, les corps de validation externe qui demandent en fait un travail collaboratif entre nos différentes institutions. Alors, je vais vous présenter une étude en fait qu'on a menée quand j'étais à l'université de Radboud en mobilité l'année dernière sur en fait l'évolution du Gleason. Et en fait, cette étude en fait comparait pathologistes et outils d'intelligence artificielle. Alors, bien sûr, comme souvent, le contexte, c'est un manque de reproductibilité interobservateur. Vous allez voir qu'il y a aussi un manque de reproductibilité entre les algorithmes d'IA. Le manque d'études en vie réelle. Et finalement, il y a peu de comparaisons entre les algorithmes et les pathologistes. Donc l'objectif, c'était d'évaluer et de comparer la performance des algorithmes académiques et commerciaux en vie réelle. Donc pour ça, en fait, on avait 113 biopsies qui provenaient de 10 centres. Ça veut dire qu'on avait une certaine variabilité en fait dans les colorations, vous allez voir. Et donc on avait les ALAM à analyser côté pathologiste, et puis il y avait des algorithmes d'IA commerciaux et académiques qui étaient également évalués. Alors voilà pour vous donner une idée en fait de la variation de nos colorations. Alors on peut reconnaître les lames qui proviennent de Rennes, puisqu'en fait nous on est en coloration HES, donc on a du safran en plus, donc on a cette coloration un petit peu orangée du stroma. Et puis vous avez les résultats. Donc en fait, là vous avez les 113 biopsies. Alors il n'y avait pas vraiment de vérité de terrain, c'était la majorité du vote. Donc voilà. Donc vous voyez quand même qu'il y a, c'est peut-être un petit peu difficile de le voir, mais en fait vous voyez que là c'est les algorithmes commerciaux et académiques, donc algorithmes d'IA, ça c'est les pathologies. Donc finalement la variabilité inter-observateur, peut-être un petit peu moindre, mais c'est quand même assez inquiétant, puisqu'en fait sur des biopsies qui étaient indiquées bénis, il y avait quand même des pathologistes qui auraient indiqué plutôt un grade 5. Bon, après, c'était sans immunohistochimie, enfin, voilà, c'était des conditions un peu particulières avec des colorations qui étaient très variables d'une lame à l'autre. Donc vous voyez que finalement la concordance entre pathologistes n'était pas si mal, alors que la concordance entre les algorithmes d'IA était quand même beaucoup plus variable. Les discordances, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait la discordance, elle porte majoritairement sur des questions qu'on se pose, notamment avec l'inflammation ou avec les cellules qui sont au cytoplasme clarifié qu'on peut voir en bas. Et donc ça pose problème évidemment aussi aux algorithmes. Alors, en tout cas, la conclusion de cette étude, c'est que c'était donc une première étude qui comparait performance des pathologistes et outils d'intelligence artificielle. On avait une variabilité inter-observateur qui était importante, et finalement, ce qui était choisi comme paramètre pour l'étude, c'était la moyenne, mais pas forcément on n'allait pas forcément, par exemple, jusqu'à l'immunohistochimie ou à la confrontation avec d'autres experts lorsqu'il n'y avait pas de consensus. Et puis, il a été montré aussi dans cette étude qu'il y avait une meilleure performance des algorithmes commerciaux comparativement aux algorithmes académiques, ce qui est assez logique, puisque vous avez vu que le niveau de validation, avant de pouvoir commercialiser, était plus important forcément. Alors, donc nous, au CHU de Rennes, on a la chance d'utiliser une solution d'intelligence artificielle. Donc on utilise pour les biopsies de prostate, donc qui est commercialisée par Ibex, mais on peut citer aussi AI4IA ou Page, qui ont aussi obtenu des marquages CE-VDR pour la pratique. Et donc on les utilise en réfléchissant aussi à leurs résultats, en gardant cet esprit critique par rapport aux résultats qui sont fournis par l'algorithme. Alors l'étude de validation qui a été faite, donc elle date un peu, puisque elle date de 2020. Et donc, en fait, c'est cette étude qui leur a permis, en fait, d'accéder au marché. Et notamment, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est cette étude comparative. Donc là, en fait, ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir sur l'IA, avec des résultats extrêmement favorables pour l'algorithme. Là, en fait, quand on voit sensibilité, spécificité, et qu'on compare avec le pathologiste, on se dit, bon, en fait... bien meilleur algorithme que celui du pathologiste, sachant qu'en plus, ils avaient pris des pathologistes experts. Là où il faut faire très attention, et c'était marqué en tout petit dans leur étude, c'est qu'en fait, ils ont calculé la sensibilité et la spécificité de cet algorithme uniquement sur les cas dont ils étaient certains. Donc si vous regardez, en fait, il y a à peu près 20% des lames qui ont été exclues. En fait, ces lames ont été exclues parce que l'algorithme rendait probabilité intermédiaire. Alors que le pathologiste, qui, vous le voyez, a une sensibilité, une spécificité moindre, lui était obligé de prendre une décision sur chaque lame. Donc c'est important toujours de faire attention à ces études.
Il n'empêche que c'est une solution intéressante qu'on utilise du coup au CHU de Rennes. Pour la petite histoire, donc Ibex c'est une société israélienne et donc ils ont eu une avance énorme puisque en Israël, en fait, dès qu'un patient est hospitalisé, par défaut, il accepte de donner ses données. Donc forcément, les algorithmes ont pu être développés beaucoup plus rapidement que pour d'autres sociétés. Alors, ce marquage CEVD qu'ils ont obtenu, c'est pour la première lecture. Alors, ça veut simplement dire en fait que l'algorithme va être entraîné sur les images, être processé sur les images. Et nous, en fait, on va avoir une première lecture par l'algorithme avec des représentations thermiques ou heatmap, donc pour le cancer, pour le score de Gleason. Je vais vous montrer un peu. Et le financement qu'on a obtenu, parce que notre idée, c'était pas de faire payer le patient, en tout cas dans un premier temps où on était en train d'évaluer en vie réelle ce logiciel, on a eu un financement par l'appel à projet du CHU de Rennes. Donc évidemment, il y a énormément de mesures à respecter. Avant d'utiliser cette solution d'IA, pour votre information, c'est déployé dans le cloud, comme la plupart des algorithmes d'IA, que ce soit en radiologie ou en anapath. Et voilà ce qu'on obtient. En fait, on a une liste des patients et on a un diagnostic. Et on a un diagnostic, en fait, à la lame. Et ce qui est assez performant, c'est qu'on a le diagnostic de cancer, mais aussi le score de Gleason. Comme je vois que le temps passe, je vous fais un retour sur l'utilisation d'Ibex dans le service. Donc, on l'utilise en vie réelle. Donc, on est 2 pathologistes donc expérimentés sur donc la pathologie prostatique. Donc, on a 2800 lames qui ont été scorées. Et vous voyez qu'on a une excellente concordance lorsque l'algorithme rend en fait un diagnostic de cancer certain. Et on avait une excellente concordance aussi en l'absence de cancer, donc ça peut être un outil qui peut nous aider, notamment dans ces cas-là. Par contre, on avait 43% de lames avec une probabilité intermédiaire. Et vous voyez que pour le Gleason, en fait, la concordance est moindre. Mais en même temps, la variabilité inter-observateur pour le Gleason est malheureusement assez importante déjà entre pathologistes. Alors maintenant, on va passer sur le volet prédictif avec une étude en fait qu'on mène donc à Rennes sur la prédiction du statut mutationnel donc HRR dans le cancer de la prostate. Donc pourquoi on s'est intéressé à cette thématique, puisqu'en fait il y avait pour nous un triple intérêt prédictif de la réponse à l'olaparib, puisque même si on voit en fait que dans l'essai Propel on va avoir tendance à donner à tous les patients l'olaparib, on voit quand même que les patients répondent mieux s'ils ont une mutation des gènes HRR. Il y a un mauvais pronostic des patients mutés, donc ça peut être intéressant par exemple pour un dépistage, et puis évidemment dans les formes familiales. Donc c'est une étude multicentrique, parce que vous l'avez bien compris, l'enjeu c'est la donnée. Et donc là, vous avez les participants à cette étude que je remercie. Et puis donc l'objectif, c'est de développer un algorithme prédictif du statut mutationnel HRR dans le cancer de la prostate. Alors pour ça, assez simplement, on numérise les lames. On a la chance d'avoir des scanners de lames. Après, en fait, on va segmenter en fait notre image pour bien identifier la tumeur. Alors on peut aussi annoter la lame. Et ensuite, on va extraire ces features. Et là, c'est très important, c'est justement l'extraction des features qui permettent d'avoir une caractéristique en fait, de chaque tuile. Et c'est sur ces features qu'on va appliquer des outils de classification. Ce qui est intéressant dans l'étude, c'est qu'on a, pour le moment, on est juste sur Rennes, donc on avait 23 mutés BRCA, que ce soit BRCA1 et BRCA2. On avait quelques patients mutés BRCA et BRCA1, pardon. Et ce qui est intéressant, c'est bien d'apparier notre cohorte contrôle avec notre cohorte de patients mutés, parce que, évidemment, l'objectif de l'algorithme, c'est pas d'aller définir des scores de Gleason élevés qui, on le sait, sont plus associés à un statut muté HRR. Et puis, je voulais vous présenter aussi un data challenge, parce que c'est une illustration en fait, d'un travail du coup international. Ce data challenge, en fait, a pour objectif de prédire la récidive biochimique après prostatectomie radicale. C'est très intéressant. On est sur des lames de prostate. On a un recul de plus de 10 ans. Donc, c'est un data challenge du coup international. Mais moi, la partie qui m'intéresse énormément, c'est l'interprétabilité. Parce qu'en fait, ces algorithmes d'IA vont pouvoir en fait, être entraînés avec un objectif d'interprétabilité, c'est-à-dire de revenir sur les tuiles qui ont pris la décision. Donc c'est vrai que quand on se pose la question, même si bon, ça a été beaucoup travaillé sur quel impact du CRIB Reform, par rapport aux autres motifs qu'on peut voir dans le grade 4, ça peut être très intéressant pour essayer d'avoir une réponse. L'évaluation, bien sûr, elle est sur l'index de concordance entre la prédiction et la survie réelle. Et puis c'est une étude pour 6 mois dont on aura bientôt les résultats.
Voilà, donc je vais conclure. Je pense qu'il y a un véritable dynamisme de la recherche. J'espère que je vous avez transmis mon enthousiasme en intelligence artificielle, que ce soit sur le plan industriel ou académique. Encore une fois, l'enjeu des données est vraiment l'enjeu énorme de la collaboration en fait, pour avoir un maximum de données. Et puis aussi la requêtabilité des données, c'est-à-dire qu'une donnée est intéressante, on n'a pas peut-être pour entraîner pour l'aide au diagnostic, mais dès qu'on va vouloir faire de la prédiction, il y a vraiment un intérêt du multimodal. Donc de combiner, par exemple, les images de radiologie aux images d'anapath et puis, par exemple, à des critères biologiques et cliniques. Donc ça, c'est essentiel. Et en tout cas, tout ce qui est intégration des logiciels d'aide au diagnostic pour le soin, la fiabilité, bien sûr, est au cœur de nos préoccupations. L'interopérabilité pour essayer d'intégrer au mieux ces logiciels d'intelligence artificielle et bien sûr, trouver un modèle économique pour ces outils d'IA. Voilà, je voudrais remercier en fait toutes les personnes qui travaillent sur ces projets et les collaborations qu'on peut avoir à Rennes. Merci. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je voulais savoir une question très technique. Quel est le prérequis pour avoir marqué HCE en matière de sensibilité ou de spécificité par rapport à la lecture du pathologiste ? Alors pour vous, déjà c'est la fiabilité de l'évaluation de ces algorithmes. En général, c'est assez impressionnant. On a des AUC à 0,99. Donc après, bon, il faut savoir lire un peu entre les lignes dans ces articles-là, notamment parce que souvent ils excluent les lames indéterminées avec des probabilités intermédiaires. Mais en fait, on voit que ceux qui passent sur le marché, en tout cas pour l'aide au diagnostic, on est sur des AUC de l'ordre de 0,99. Pour la prédiction, je pense au modèle de Hawking pour la prédiction du statut MSI dans le cancer colorectal. Dans nos publications, ils sont autour d'un AUC à 0,80, 0,89 peut-être sur les dernières versions du logiciel. Mais en fait, avec un AUC à 0,89 par exemple, ils ne sont fiables que sur, par exemple, 40% des lames. Ça veut dire que 60%, on va devoir les tester traditionnellement. On voit bien que, ce que vous avez montré, c'est en fait, ce qu'on sait, c'est que ces algorithmes, c'est pas un one shot, c'est en permanence, il faut les réentraîner avec des nouvelles données et tout ça. Et donc, vu la complexité du processus administratif et d'avoir des autorisations, comment ça se passe? Parce que évidemment, j'imagine que les versions actuelles sont bien meilleures que celles d'il y a 2 ans, que ça change tous les 6 mois, et que donc comment est-ce que vous faites un feedback sur les indéterminés notamment ou sur les erreurs de classification? Comment ça se passe? Alors déjà, en fait, une fois qu'un algorithme est commercialisé, la version est figée. Donc ça veut dire que si vous présentez une lame à un temps T et à un temps T plus 1, vous devrez avoir le même résultat. Ça fait partie vraiment du design, en fait, d'un algorithme. Alors souvent, ils font des versions. Par exemple, pour le logiciel de Hawking, MSI Intuit. Donc là, ils sont en train de faire la version 2, justement, pour améliorer. Et ils tiennent compte, en fait, des résultats potentiellement des précédentes lames analysées par la version 1. Mais c'est sûr que ça s'améliore. Ça s'améliore toujours et que plus on a de données, plus l'algorithme est fiable, plus les résultats sont fiables. Yves ? Oui, merci beaucoup. On a vu tout à l'heure, et enfin, on le savait, mais c'est vraiment important, voilà, ce pourcentage de grade 4, etc. Et on voit que finalement, dans les premières solutions commerciales, bon, le diagnostic de cancer, c'est pas mal, avec le problème des indéterminés, mais le Gleason, c'est un peu frustrant, en fait, comme ça. Alors justement, une des attentes, ça pourrait être justement de se dire, voilà, on va avoir quelque chose de plus reproductible et qui va donner, tu vois, un biomarqueur qui va aider à la décision de prise en charge des patients. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a un concept qui n'est pas encore là pour qu'il s'améliore sur le Gleason, ou qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Alors, en fait, il faut déjà reprendre comment ces algorithmes d'IA sont entraînés. Donc, ils sont entraînés, en fait, tout dépend de la qualité des données d'entrée. Et ça, c'est essentiel. Alors déjà, une petite parenthèse sur le grade 4, je crois que quand même la façon dont c'est défini, ça explique quand même la variabilité interobservateur. Il y a un article d'Einstein il n'y a pas très longtemps sur les différents cribriformes, ce qui doit être considéré comme cribriforme, ce qui ne doit pas l'être. Et on voit quand même qu'il y a une complexité quand même dans le diagnostic. Donc en fait, le logiciel d'IA, il s'est entraîné, alors certes sur des experts, mais qui eux-mêmes ne sont pas forcément d'accord sur la définition du grade 4. Donc finalement, qu'on ait une concordance à 75% dans le Gleason, ce n'est pas forcément étonnant. Donc ça, il faut vraiment réfléchir et c'est très important quand vous lisez un article
qui portent sur l'intelligence artificielle. Quels sont les experts qui ont été choisis pour les études? Est-ce qu'on a été jusqu'au consensus, etc. Ça, c'est vraiment essentiel, en fait. Merci beaucoup. Bertrand, puis je vais rester sur le Gleason et être encore plus provocatif et dire, en fait, le Gleason, on s'en fout. Nous, ce qui nous compte, c'est de savoir est-ce que mon patient va progresser ou pas, est-ce que je dois lui donner des hormones ou pas, est-ce que je peux le mettre en surveillance active ou pas. Et on sait que même le meilleur Gleason, avec le meilleur pathologiste qu'on aime, il est extrêmement pas il reste imprécis dans sa capacité de prédire l'outcome. Donc, quand on parle aux gens de l'intelligence artificielle, on dit, mais tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas dire, on n'essaie pas de se comparer au Gleason, mais d'emblée de prédire l'outcome indépendamment du Gleason. Un peu ce qu'on a vu avec les études avec Artera AI et la prédiction de la nécessité de faire de la radiothérapie. Est-ce qu'il vaut absolument, quand on a des outils aussi puissants, vouloir absolument reproduire le Gleason alors que le clinicien, lui, ce qu'il dit, moi je veux savoir si mon malade il progresse ou pas, et on a des séries énormes qui permettraient théoriquement de le faire. C'est juste une question provocatrice et théorique. Et bien justement, en fait, le Data Challenge Léopard, alors après, c'est sur la récidive biochimique, donc on n'est pas sur la même durée que vous évoquez, mais c'est ça, c'est en fait s'affranchir de ce qu'on peut donner comme score de Gleason pour voir si l'IA est capable de prédire, par exemple, la récidive biochimique chez ces patients-là. Donc là, je vous invite à suivre les résultats de ce Data Challenge. Parce qu'on parlait de la surveillance active, par exemple, c'est aussi un domaine... Si demain l'anatomopathologiste nous répond il ne faut pas le traiter, nous on est content. Hein, je veux dire, là il nous répond un Gleason et nous on doit décider. Si la napath nous dit il ne faut pas le traiter, on vous fera bien plus confiance. Emeline. J'ai une question. Merci pour cette excellente présentation. Nous, c'est vrai qu'en tant que clinicien, on demande énormément de choses aux anapathes en termes de biomarqueurs et on imagine que l'IA, ça va peut-être répondre à des problèmes notamment de démographie médicale. En tant qu'experte, selon vous, est-ce que finalement, on va toujours terminer avec un couple où finalement l'IA va accélérer peut-être le temps, économiser du temps de lecture pour nos experts anapathes et il y aura toujours un contrôle finalement humain à la fin, ou est-ce que on peut imaginer qu'un jour, on pourra complètement s'affranchir de ce contrôle? Et là, ça pose la question aussi de la responsabilité, en fait, au niveau médico-légal du diagnostic de cancer et de la précision aussi du diagnostic. Alors, je vais avoir du mal à vous répondre sur le très très long terme, en tout cas sur le court terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pratique, en fait, on a 40% des lames déjà où en fait on a une probabilité intermédiaire. Donc en fait, le logiciel ne se prononce pas. Donc c'est vraiment le pathologiste qui va aider, plus ou moins aidé par une étude immunohistochimique. Après, dans les cas où il est certain qu'il n'y ait pas de cancer ou qu'il y ait du cancer, on vérifie tout en fait. Le gain de temps, moi j'ai le sentiment qu'il y a un gain de temps. Après, ça n'a pas été encore évalué. Et puis, il faut que votre logiciel soit parfaitement intégré en fait, dans votre workflow, notamment que les résultats en fait, soient directement mis dans le compte-rendu. Vous voyez, c'est des choses bêtes, mais le gain de temps organisationnel, il doit être là aussi. Après, le gain de temps que je perçois, c'est le fait que en fait, j'ai une représentation thermique et que en fait, je peux aller peut-être me concentrer davantage sur des zones qu'il a repérées. Ça guide un peu ma façon d'évaluer les lames. Mais comme on est encore, je pense, vraiment, on l'utilise depuis juillet l'année dernière, on reste quand même très méfiant et on va vraiment aller challenger en fait, ce logiciel d'intelligence artificielle. J'allais vous poser une dernière question avec un côté boule de cristal, effectivement pas trop long terme, parce qu'évidemment, on ne sait jamais et on se plante toujours, mais à, disons, 4 ans, 5 ans, à votre avis, quelle est l'utilisation de l'IA en anapathe, on va dire pour les cancers génito-urinaires, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça sera quelque chose de généralisé comme aide au diagnostic ou au contraire quelque chose qui restera expérimental? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, déjà, on peut prendre l'exemple de la radiologie. En fait, il y a quand même des outils d'IA qui sont déjà implantés dans des structures, aussi en radiothérapie. Déjà, en fait, l'intelligence artificielle, ça suppose qu'en fait, il y a une numérisation des lames. Et là, on voit que, en tout cas, avec les financements qui sont prévus, d'ici 3 à 5 ans, l'ensemble des structures publiques devraient pouvoir être équipées en pathologie numérique, ce qui suppose en fait l'utilisation de l'IA. Après, quand on discute avec nos collègues pathologistes, ils sont assez enclins en fait à l'utilisation de ces outils d'IA. Et après, quel va être le modèle économique? Et ça, il est essentiel en fait. Qui va payer en fait pour ces outils d'IA? Est-ce que ça va être un gain de temps suffisant pour que ça puisse être assumé par les pathologistes? Je ne pense pas. Donc, il faudra essayer de trouver des financements pour ces outils d'intelligence artificielle.
mais probablement ça devrait s'étendre. Il y a d'autres centres qui l'utilisent, notamment Curie. Donc en fait, on voit quand même que l'intelligence artificielle se répand dans notre spécialité. Merci beaucoup. Je crois que je vois plus de questions et on est légèrement en retard évidemment. Et excellent topo, vraiment bravo. On peut encore vous applaudir.